Chers amis, bonjour. Alors, aujourd'hui, le 7 juillet 2025, il fait froid, il pleut, il y a du vent à Neuchâtel. Donc, il vaut mieux que je fasse ma petite vidéo du jour dans mon fief secret. Ce sera plus calme et tranquille pour vous parler sereinement des films que j'ai vus le dimanche 6 juillet, donc la veille. Et nous avons eu deux surprises, deux excellents films, donc des bonnes surprises. Et nous avons eu deux films sur la question épineuse des seniors, des personnes âgées. Les personnes âgées étaient à l'honneur hier par l'entremise de deux films. Avec ces questions, comment on les gère, sachant que leur nombre va croître inexorablement. Et donc, j'adresse un message à s'il y a des jeunes gens qui m'écoutent et qui se cherchent encore sur le plan professionnel, qui ne savent pas trop quoi faire dans ce registre, eh bien, investiguez dans les métiers des soins aux seniors. Vous serez sûr d'avoir un métier toute votre vie. Les établissements concernés vous supplieront de venir travailler chez eux. Donc, voilà. Alors, nous avions un premier film sur une maison de retraite qui s'appelle The Home. Un film de Mattias Johansson Skoglund, un Suédois. Donc, on a cette école scandinave, souvent très bien écrite, avec des très bons livres, séries télé et films, souvent, ce qui est le cas de ce Home. Et dans ce Home, nous avons l'histoire de Joël, un homme dans la trentaine, et il arrive ce moment fatal dans la vie de tout un chacun où l'autonomie d'un de vos parents ou les deux est compromise. Et dans ce moment fatal de la vie qui arrivera un jour ou l'autre, qui vous arrivera à moi, à vous, cette question épineuse de si vous souhaitez continuer votre vie habituelle ou et si vous n'avez plus le temps et que l'aide à domicile n'est plus suffisante, le placement en établissement dédié et spécialisé demeure inéluctable. C'est justement ce qui arrive à Joël et à sa mère, Monica, sa mère qui est veuve. Et Joël, il a un frère qui, lui, on ne le voit pas dans le film, mais il y a une ou deux conversations au téléphone entre Joël et son frère qui est dans des affaires et qui dit en gros, j'ai pas trop envie de me... Tu te débrouilles avec cette histoire. Il dit, je peux amener des sous si tu veux, mais son frère coupe le téléphone en disant, c'est pas de ça que je veux, c'est du soutien dans cette situation-là. Donc Joël va liquider la maison familiale, la maison de sa mère, et la placer dans une maison de retraite, dans laquelle vous avez les impondérables, les gens qui délirent, des pensionnaires qui nécessitent des soins, plus de soins que d'autres pensionnaires selon leur état physique et psychologique. Et nous avons ce personnel soignant qui est très méritant, qui doit être le plus fort possible sur deux fronts. Déjà, les personnes âgées en elles-mêmes, avec tout un tas de situations très variées, et leurs proches très inquiets et parfois effarés quand ils rentrent dans cet univers
de voir toutes ces personnes âgées. Ils ont l'impression d'être dans un asile d'aliénés, parfois. Et c'est la même situation qu'à l'école, où vous avez la très délicate relation parent-prof. Donc, chers parents, mettez-vous à la place d'un prof qui doit gérer des gremlins 8 heures par jour. Et chers auditeurs qui seriez dans la situation de Joël, mettez-vous à la place du personnel soignant. Vous-même ne tiendriez pas 5 minutes. Ce cadre étant posé, concernant les maisons de retraite et la gestion la plus humaine possible, avec des impondérables, dès qu'il faut gérer un groupe, forcément, il y a des tas de choses qui vont être rognées, qui vont être rabotées, pour que l'ensemble, qu'on puisse répondre à toutes les situations. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est la même chose dans une école. On ne peut pas commencer à venir en disant « Mon enfant est unique, il est spécial, il est Mozart, c'est le génie de la finance. » Les profs, ils disent « Oui, bon, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai 120 élèves répartis sur X classes. » Donc Mozart, je l'aime bien, mais il va faire comme les autres, quoi. Il va suivre le rythme. Pardon. Et donc, ce cadre étant posé, Monica, la mère de Joël, se rebelle. Bien évidemment, toutes les personnes âgées, je pense que ça doit être rarissime qu'une personne âgée se dise « Oh, chouette, je vais en pension, en maison de retraite. » Donc en général, ils y vont à reculons, ils disent c'est exactement ce qui se passe avec Monica. Mais je suis encore parfaitement autonome, j'ai toute ma tête, je n'ai pas ma place ici. Donc dès qu'elle est dans sa chambre, elle veut déjà casser la vitre et se barrer, se faire la malle. Et Joël, bien sûr, son fils culpabilise, parce qu'il se dit « Ah là là, c'est horrible ce que je fais, j'abandonne ma mère qui a pris soin de moi, etc. » Bon. Mais là où le film devient très intéressant, parce que ça c'est juste le cadre, c'est juste les 5-10 premières minutes du film. Donc le film devient vraiment intéressant quand le mari défunt, qui était un sale type, un sale individu sadique et violent, revient posséder l'esprit de sa femme, donc de Monica, ce qui va créer une menace pour elle, déjà. Donc on a 2 scènes assez étonnantes où elle se fait étrangler alors qu'on ne voit personne, et où une scène assez dure où son mari fantomatique lui casse le bras. Donc, bien sûr, le personnel est complètement dépassé, n'ont pas l'habitude de ce genre de problème. Et cette espèce de dédoublement de personnalité que va subir Monica, donc à un certain moment, elle est elle-même, et à un certain moment, elle est ce mari violent. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Et ça va créer, bien sûr, un désordre assez phénoménal dans la maison de retraite, avec quelques scènes bien croustillantes. Je vous suggère de voir ce film. Donc, une double personnalité ou une personnalité multiple, ce qui est un symptôme très rare, mais qui existe. J'ai croisé une personne qui avait ce symptôme et c'est très spectaculaire. Par exemple, vous avez une jeune femme qui interagit avec vous comme une jeune femme tout à fait normale, on va dire. Et tout d'un coup, à un certain moment, elle va avoir des spasmes comme dans L'Exorcisme ou Evil Dead. Et
Elle va avoir un moment un peu comateux, puis tout d'un coup, elle se réveille et les traits de son visage se changent. Et vous avez l'impression d'avoir un homme en face de vous et elle dit qu'elle s'appelle comme un homme. Et elle va parler d'une voix grave et menaçante. Et ce symptôme, c'est très spectaculaire. Et ensuite, quand la crise est passée, la personne revient à sa personnalité première et comme si de rien n'était. Des fois, elle a des vagues souvenirs, des fois aucun souvenir. Alors on a ça dans les films de Night Shyamalan, qui est un réalisateur américain d'origine indienne. Sauf que lui, dans Split, par exemple, il a poussé le concept un peu d'une manière très exagérée, ce qui dénature, à mon sens, le propos du film. Même s'il a fait des bons films, un bon film sur ce sujet, c'est pas mal. Mais il va trop loin avec un gars qui a je ne sais plus combien de personnalités. Donc, dans la réalité de ce que j'ai lu dans le domaine psychanalytique, les cas de double personnalité sont déjà très rares, rarissimes. Donc si vous tombez sur une personne comme ça, disons que vous avez tiré le gros lot de la malchance. Mais des cas à triple ou plus, c'est au-delà du rarissime. Je ne sais même pas s'il y a des cas comme ça ont été documentés. Ah, je ne prétends pas connaître toutes les études dans ce domaine. Hein, il faut bien penser que la psychologie, la psychanalyse, c'est comme la Voie lactée. Hein, vous pouvez connaître quelques grains de sable, mais personne ne peut venir en disant « Ah, mais moi, je connais toute la Voie lactée, vous allez voir, on va résoudre ce cas comme ça. » Bon, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? C'est vrai pour n'importe quel domaine, la musique aussi. Je connais beaucoup de musique et d'artistes, mais ce que je connais, c'est un grain de sable par rapport à l'immensité de ce qui existe dans ce domaine, même dans la musique de qualité. Je ne parle pas de la mauvaise musique, celle qu'écoutent les jeunes. Bref, j'ai digressé, excusez-moi. Donc, Joël se retrouve confronté à ce père qui est un sadique, qui était violent, qu'il détestait. D'ailleurs, il dit au début du film que quand son père est décédé, c'était un soulagement. Donc c'est très éclairant, hein, c'est très parlant. En plus, ce père le détestait son fils parce qu'il est, en l'occurrence, homosexuel. Et nous allons donc avoir Joël qui va devoir lutter contre ce père qui revient dans le corps de sa mère, mais aussi dans certains autres pensionnaires. Et ça nous donne un film vraiment très bon, un film psychologique. Alors naturellement, il y a un docteur traditionnel dans ce film qui, lui, il est brave, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas les outils pour analyser un cas comme Monica. Donc il va faire des analyses comme si la personne avait une grippe ou une mauvaise fièvre. Donc il passe complètement à côté de la plaque. Pareil, la direction de l'établissement, ils sont complètement dépassés. Et d'ailleurs, le film aurait gagné une meilleure dimension, à mon sens, une dimension supplémentaire dans l'excellence si on était passé dans le registre psychologique, justement. Mais ça reste un excellent film, 5 sur 6. C'est le premier 5 sur 6 du NIF 2025. Et des fois, le hasard fait que on double la mise et juste après, un deuxième excellent film qui s'appelle Honey Bunch, qu'on pourrait traduire par bouquet de miel. J'ai pas trouvé de meilleure traduction puisque honeymoon, c'est la lune de miel. On aurait pu intituler ce film Honeymoon quelque part. Enfin, c'est un peu bon. Mais nous avons donc deux réalisateurs, Madeleine Sims-Fewer et Giusti Mancinelli, qui sont des réalisateurs canadiens, une femme, un homme. Et ça nous conte l'histoire de Diana, une jeune femme qui a perdu la mémoire, et son mari Homer, très amoureux, très dévoué, qui l'emmène dans un établissement de soins pour retrouver cette mémoire.
Et au fil du film, on découvre une histoire stupéfiante sur fond d'accidents mortels et de procédés révolutionnaires de clonage humain et d'implantation de mémoire. Parce qu'en fait, Diana va d'abord voir son double qui se balade comme ça, parce qu'évidemment l'établissement est dans une forêt, enfin dans un très bel endroit, et elle va se dire qu'elle perd la tête et que donc elle nécessite d'autant plus des soins, on va dire. Et elle va découvrir qu'il y a d'autres copies d'elle-même. Des copies inachevées ou qui ont connu ou qui connaissent des ratés, avec notamment une copie haineuse qui est attachée sur un lit. Donc en fait, l'établissement où elle est, très proche de cet établissement, il y a un autre établissement où là, il y a une doctoresse qui a mis au point un procédé révolutionnaire de clonage. Et il faut en fait à Diana tout le temps du film pour découvrir à quel point Holmer l'aime et est capable de tout faire pour retrouver celle qu'il aimait. Parce qu'en fait, on découvre dans le film qu'ils ont eu un accident mortel pour elle, un accident de la route qui malheureusement est mortel pour elle. Donc lui, il va découvrir cet établissement qui propose ce genre de service, sans garantie à 100%, bien entendu. Et ce cher Holmer va s'en prendre plein la tête, parce qu'il va subir l'hostilité de Diana, donc la dernière copie, la 5e, celle qui atterrit au départ du film dans cet établissement pour, soi-disant, recouvrer la mémoire. Mais en réalité, c'est pour achever la copie, c'est vrai, recouvrer la mémoire, pour qu'elle redevienne ce qu'elle était, et qu'il puisse retrouver la femme qu'il aimait et continuer de vivre avec elle malgré cet accident mortel. Et Holmer va s'en prendre plein la tête, parce qu'il va même être à 2 doigts de mourir, parce que Diana, quand elle est toujours quand elle ne comprend pas l'ensemble du tableau, elle se dit c'est quoi cette histoire? Quand elle va trouver la chambre où il y a les autres Diana, alors il y en a une dans un état très souffreteux avec une respiration artificielle pour souffler de partout, mais bon, très gentille. Une Diana méchante, et on est obligé de l'attacher parce que sinon elle va attaquer tout le monde. Et justement, la Diana, la dernière copie, va libérer, à un moment donné, elle se dit, c'est louche cette histoire, elle ne comprend pas encore tout, elle veut délivrer toutes les Diana. Et il y a encore une 3e Diana qui est plus ou moins gentille, mais elle n'a pas recouvré tout le logiciel, donc elle est un peu comme un enfant, on va dire. Et donc il va y avoir un affrontement très dur entre Holmer et la méchante Diana. Donc il est à 2 doigts de mourir. Et finalement, in fine, Diana, la dernière Diana, va comprendre tous ses efforts et tout cet amour incroyable et inconditionnel de son mari pour la sauver, pour la retrouver. Et quand elle comprend tout ça, eh bien, le film va finir par une note romantique et très amoureuse, on va dire. Alors, en parallèle de ça, il y a dans cet établissement un père qui veut retrouver sa fille, donc la même chose, sa fille est décédée, mais malheureusement, ça ne se passe pas aussi bien qu'avec les Diana, donc les copies de sa fille ça marche pas très bien, donc la doctoresse qui chapeaute tout ça lui dit « Désolé, mais ça ne marche pas et ça ne va pas réussir ». Mais le père en question ne l'accepte pas, donc il va mettre le feu à la baraque, il va tout foutre en l'air, il va tout détruire. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est tragique, disons, et en même temps, il y a un côté drôle, on va dire, involontairement. Un côté, je suis pas content, j'ai pas ce que je veux, donc je détruis tout, un peu comme un enfant gâté. Mais en même temps, c'est surtout la souffrance d'avoir des copies de sa fille qui sont proches de la perfection, mais
Mais ses copies vont mourir, donc c'est encore pire finalement, peut-être, que de rester sur un décès initial. Bon, c'est difficile à jauger. Mais quoi qu'il en soit, vous avez dans ce film une écriture très intelligente. Un très beau film, très bien écrit, très intelligent. On frôle le chef-d'œuvre. 5 sur 6 pour ce Honey Bank que je vous recommande vivement. Ensuite, nous avions un film qui fait grand bruit, donc souvent c'est mauvais signe, enfin qui est beaucoup mis en avant comme le gros film du festival, qui s'appelle Reflet dans un diamant mort, des réalisateurs français Bruno Forzani et Hélène Cattel. Bon, je me suis dit, ça doit être excellent, alors je vais le voir, et la salle était bourrée, l'arcade était bourrée, ils ont dû ouvrir le balcon, qui est très grand, donc on cuisait là-dedans à feu doux, et malheureusement, on tombe sur un film qui n'a ni queue ni tête, aucune histoire, c'est juste une succession de sensations. Ça n'a ni queue ni tête. Alors je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a dans le film. Il y a des diamants, il y a 2 bonhommes d'un adage mûr qui sont plus ou moins 3 même, qui sont plus ou moins trafiquants de diamants, agents secrets. On sait pas trop. Il y a aucune explication, il y a aucune trame. C'est juste une succession de sensations et d'effets de style. Et c'est très vain et c'est très ennuyeux. Et il y a plusieurs personnes qui sont parties du film, dont moi. Mais c'est juste que je suis tombé dans le piège habituel. J'ai attendu 1 heure. Puis déjà, depuis au moins 15-20 minutes, je me disais, mais je vais partir, je vais partir. Je me laissais un peu enivrer par le côté des images. Et alors, il y a des citations musicales de Diallo notamment. Bon, j'avais déjà vu un cas comme ça précédemment, mais le film n'a aucun intérêt. Alors, sauf si vous faites abstraction qu'il n'y aura aucune histoire, aucune trame, aucun début, aucun milieu, aucune fin, et que vous vous laissez griser par les images, si les images vous grisent, moi, au bout d'un moment, je trouve ça vain. Alors, voilà, moi, un beau 0 sur 6. C'est mon 2e 0, je crois. Voilà, et nous avions un dernier film. Et nous revenons à la pension de retraite, à la maison de retraite, avec un film très dur, qui s'appelle The Rule of Jenny Penn. Et qu'est-ce que c'est que Jenny Penn? C'est une poupée qu'un vieux bonhomme, sale bonhomme, sadique et psychopathe, tient dans sa main. Et nous avons dans ce film de James Ashcroft, un réalisateur néo-zélandais, nous raconte l'histoire d'un juge âgé qui est assez dur, lui aussi, sadique un peu, très dur avec les coupables, donc ça peut se comprendre, mais très dur aussi avec les victimes. Mais malheureusement pour lui, le sort le rattrape puisqu'il est victime en plein procès, en plein jugement d'un AVC qui va le paralyser de toute la moitié de son corps. Donc il se retrouve en chaise roulante et il se retrouve donc dans une maison de retraite. Où dans cette maison de retraite, il y a donc ce pensionnaire sadique avec cette poupée qui persécute et harcèle les autres pensionnaires. Et bien entendu, avec sa poupée dans la main, Jenny Penn, il a fait le dictateur, le tyran. Un film qui met mal à l'aise, parce que bien entendu, lui, ce tortionnaire, il jouit de ses capacités motrices, bien évidemment. Sinon, il ne pourrait pas le faire, ou beaucoup moins. Il ne pourrait pas harceler et torturer en pleine nuit. Il s'immisce dans les chambres, malgré qu'elles soient verrouillées par des codes, avec des cartes.
Donc il vole les cartes du personnel, un personnel qui est bien sûr, personnel de l'établissement et la directrice qui sont bien sûr complètement hors sujet, complètement ignorants de ce qui se passe. Notre harceleur, manipulateur, baratine sans problème, il met dans sa poche la directrice en se faisant bien sûr passer pour une victime. Et donc un film très dur, parce on a un cas comme ça, où vous avez une maison de retraite avec la grande majorité des gens qui ont des diminutions physiques plus ou moins importantes, donc qui sont des proies très faciles. Et notre juge va se retrouver dans cette situation, puisqu'il est en chaise roulante, et quand il est sur son lit, il ne peut pas faire grand-chose si quelqu'un vient et commence à lui taper sur les jambes. Ou, vous voyez, c'est très facile de le torturer. Et c'est en cela que le film est très pénible, le film est vraiment mal à l'aise. Donc le juge va devoir lutter avec les moyens qu'il a, avec sa chaise roulante. Il va devoir lutter contre ce tortionnaire qui va faire beaucoup de mal et de dégâts, qui va provoquer la mort de plusieurs pensionnaires. Il torture et persécute et harcèle les autres avec sa poupée. Pendant la journée, il fait des signes comme ça. Et à ses victimes, il vole la nourriture des autres. Par exemple, à des braves mamies qui comprennent rien à ce qui leur passe. Elles avaient une purée de potirons devant elles et 2 minutes, et tout d'un coup, elles ont une assiette vide et les pauvres pensionnaires, la pauvre mamie, elle n'a rien compris à ce qui lui arrive et l'autre, il mange 3 fois le plat. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment très dures dans ce film. Cependant, notre juge va, avec l'aide d'une autre victime qui reste dans cette position de victime pendant un certain moment du film, et ça c'est très crispant. Le juge, lui, résiste, mais jusqu'à un certain moment où il va céder aussi et faire semblant de céder à ce tyran. Mais ils vont, et évidemment, la morale, si on peut dire, est sauvegardée, puisque nos juges et le pensionnaire vont réussir à venir à bout, mais avec des souffrances, évidemment, avec des déceptions. Le seul point faible du harceleur, c'est qu'il a besoin d'un espèce de spray pour la gorge, parce que sinon il étouffe. C'est son seul point faible. Alors le juge va exploiter ce point faible à un moment donné du film. Donc là, on se réjouit, puisque le harceleur est enfin à terre, mais bien sûr, ce serait trop simple. Il est sauvé, et puis la lutte continue jusqu'à la fin du film, où on est enfin délivré, et où le juge, à la fin du film, jette la poupée dans un feu, et enfin elle crame, et enfin le tortionnaire est décédé. Donc, on s'en débarrasse enfin à la fin du film. Donc c'est un film qui n'est pas mauvais, mais c'est un film très dur, très pénible. On souffre pendant tout ce film. Mais ce n'est pas un mauvais film. Si vous avez la distance, vous pouvez le voir. Donc, The Rule of Jenny Payne, 4/6. Voilà, merci infiniment et à demain.